Auditeurs et auditrices de Radio Djena, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Covid-19. Aujourd'hui, nous parlons toujours de la situation au Togo avec professeur Yao Kassankognon. Il est ancien représentant de l'OMS au Togo. Professeur, bonjour. Ancien représentant de l'OMS. D'accord, ancien représentant de l'OMS. Voilà, professeur, bonjour et bienvenue dans nos locaux. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est ma première fois de venir chez vous ici. C'est bien. J'espère que je vais répondre correctement à vos attentes. Et bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs. D'accord, je suis Djibouadi Apedo et professeur, nous commençons en même temps avec la situation de la Covid-19 qui devient de plus en plus alarmante, surtout au Togo depuis quelques semaines. Comment cela s'explique? Bon, la première chose, c'est qu'il faut dire que pour que les auditeurs et les auditrices sachent que à la date d'hier, le nombre de cas qu'on a donné, c'est le total, oui. C'est 5074 cas depuis le début. Depuis mars 2020. Voilà. Maintenant, quand on analyse les données à la date donc d'hier, on se rend compte que au mois de janvier seul, donc après les fêtes de fin d'année, donc au mois de janvier, il y a eu 25% des cas. D'accord. Donc, de l'ensemble de ces cas-là, quand on prend. Les 5074 cas confirmés, oui. Au total depuis mars 2020, en janvier qui vient de s'achever, il y a eu 25%. Voilà, si on divise 5074 par 4, qui est 25%, là, on trouve donc autour de 1000 et quelques en un seul mois. Wow. De janvier. Et comment expliquer cette augmentation des chiffres? Voilà, quand au mois de décembre, l'État a pris les mesures en disant qu'il devait y avoir couvre-feu, en disant qu'il ne faut pas se rassembler, bon, beaucoup de personnes et de groupes donc n'ont probablement pas respecté ces mesures. Ça, c'est le premier point. Ça. Le deuxième point, c'est que il y a encore beaucoup de personnes, malgré la communication, malgré la sensibilisation, qui pensent que la maladie n'existe pas. Parce qu'elles n'ont pas vu des gens malades devant elles. Ces personnes n'ont pas vu des gens malades. Donc, elles sont sceptiques. Elles sont sceptiques sur l'existence de la maladie chez nous au Togo. Et là, je dis souvent que je ne cesse de le répéter, c'est le revers de la médaille. Comme le Togo a bien géré et qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas et des explosions et des décès, donc la maladie ne s'est pas tellement éparpillée que les gens pensent que ça n'existe pas au Togo. Et surtout quand on va vers les milieux ruraux, les gens pensent vraiment que comme ils n'ont pas vu dans leur village, ils n'ont pas vu dans leur canton. Ça n'existe pas. La troisième raison, même ceux et celles qui savent que ça existe là, n'appliquent pas les mesures barrières recommandées par le gouvernement. Donc quand on dit les mesures barrières, c'est les 3 mesures principales. C'est-à-dire qu'il faut porter le cache-nez ou bien le masque. Il faut se laver régulièrement les mains parce que c'est sur les mains que le virus se dépose quand on ouvre une porte, quand on touche un objet, et ça peut se déposer sur les mains. Et dès que je touche ma bouche ou bien j'essaie de m'amener ma main vers mon nez, je suis contaminé. Donc il faut se laver régulièrement les mains. Et puis il faut garder une certaine distance physique entre 2 personnes. Parce que si j'ai la maladie et j'éternue, ou bien je parle et il y a des gouttelettes qui sortent, et ça fait à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi. Et si je suis à 2 mètres, il y a peu de chances que je sois contaminé. Donc les raisons principales, j'ai essayé de donner quelques raisons principales. Vous avez parlé des milieux reculés, les milieux ruraux, où on a constaté surtout le non-respect de ces mesures barrières. Et ça dit que le message ne passe réellement pas dans ces localités. Bon, comme vous êtes de la communication, souvent je dis que
il faut faire peut-être quelques petites enquêtes, aussi bien en ville que dans les milieux ruraux, pour savoir, avez-vous entendu parler du coronavirus? Ça, je suis sûr que les gens vont dire oui. Mais savez-vous comment se protéger? Les gens vont probablement parler du cache-nez, du masque, du lavage des mains. Mais savez-vous si la maladie peut arriver chez vous? Les gens vont dire non, pour le moment. Nous ne pas. Donc, quand on pense que la maladie ne peut pas arriver chez soi, donc le risque, c'est qu'on n'applique pas les mesures barrières. Et c'est l'impression que j'ai que dans les milieux ruraux, c'est ce que les gens pensent. Il y a quelques 2 mois, j'étais dans une maison, dans le cadre des activités sanitaires, et puis, ça c'est dans un milieu rural, et c'était dans la préfecture de Yoto. On est arrivé dans une maison et j'ai vu que la population n'avait pas de cache-nez. Quand je dis la population, les habitants de cette maison, ils étaient assez nombreux parce que c'était une grande concession. Quand je leur ai posé la question, pourquoi vous ne portez pas le cache-nez? Est-ce que vous avez le cache-nez? Tout de suite, la plupart m'ont fait sortir leur cache-nez de la poche, ou bien c'était dans leur maison, sont partis. J'ai dit, pourquoi vous ne portez? Ils m'ont dit, ah non, la maladie n'existe pas ici. Et là, je leur ai posé la question, si ça n'existe pas, comme moi, est-ce que vous savez d'où moi je viens? Est-ce que je peux transporter la maladie ou non? Donc, c'est ces éléments de sensibilisation que les gens doivent avoir, que même si la maladie n'existe pas chez toi, prends les mesures pour que si quelqu'un a la maladie et par hasard passe chez toi, que tu ne sois pas protégé. Donc, en milieu rural, beaucoup pensent que si on fait une enquête, je pense oui, mais comment faire changer cette mentalité-là aux citoyens qui pensent que la maladie ne peut pas venir vers eux? Bon, c'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment une grande communication de proximité, une grande communication qui passe. Par exemple, si je suis chef d'un ménage, chef d'une concession, je dois veiller à ce que la maladie n'arrive pas dans ma maison, dans la conception. Dans ma concession. Si je vais un peu plus loin, je suis chef d'un quartier. Je dois veiller à ce que la maladie n'arrive pas dans mon quartier. Et ainsi de suite, on va jusqu'au village. Que les gens soient sensibilisés que si je suis chef d'un village, chef d'un quartier, j'ai une certaine responsabilité pour sensibiliser les gens pour que la maladie, ça n'existe pas encore chez moi, pour qu'elle ne puisse pas rentrer. C'est ce que je pense. D'accord. Et on parle également des savanes et de la Cara avec des chiffres qui augmentent comme un nouveau foyer de contamination. Je parle de la région des savanes et de la Cara. Pourquoi cette flambée sectorielle, professeur? Bon, ce que le personnel de santé a pu constater, c'est que depuis le mois de novembre, nous sommes à la période de l'harmattan. Surtout dans cette partie de notre pays. Ah ouais. Dans le septentrion. Oui, et au moment où il n'y avait pas encore Covid-19, c'est une période où il y a des accès, donc des gens qui toussent, qui ont le nez qui coule, liés à l'harmattan. Maintenant, Covid-19 est venu et les symptômes sont presque les mêmes. Les gens, donc, dès qu'ils toussent, dès qu'ils sentent que le nez coule ou qu'ils ont mal à la gorge, lient ça souvent à l'harmattan et ne trouvent pas la nécessité peut-être d'aller se faire dépister. D'accord. Ça, c'est une des raisons principales. La deuxième raison, comme je l'avais dit il y a quelques minutes, à la période des fêtes, donc de fin d'année, c'est également la période où il y a souvent les moissons. Quand je dis les moissons, c'est la récolte. Oui. Et les gens se retrouvent pour soit des fêtes de fin d'année, 25 décembre, 1er janvier, mais aussi pour ces fêtes de moisson. Des célébrations de moisson. Donc, il y a des regroupements de personnes. C'est également la période sèche où il y a souvent des funérailles, où les gens quittent de loin et reviennent vers leur famille pour les funérailles. Et qui dit quitter de loin,
Ça peut être de loin au niveau du Togo, de notre pays, mais ça peut être de loin au niveau des pays limitrophes, c'est-à-dire le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, etc. Et même plus loin, en Europe ou aux États-Unis, les gens reviennent pour faire les funérailles. Donc, qui dit revenir pour faire les funérailles dit également regroupement de personnes. Ouais. Et si par hasard, ceux qui reviennent, parmi ces personnes, il y a des gens qui sont contaminés, il y a donc un risque que ces gens-là transmettent ça à la population locale. Donc, au niveau de la région des savanes et de la Kara, le constat qu'on a eu, puisqu'on a échangé avec nos confrères, c'est également le relâchement dans les mesures barrières, également la méconnaissance de ces mesures et des modes de contamination ainsi que des symptômes. Maintenant, quel est le travail qui doit se faire au niveau de ces régions-là? Bon, le travail, c'est... En fait, il faut vraiment passer par un travail le plus décentralisé possible. Jusqu'à présent, nous avons utilisé les grands médias, les radios, la télévision, les radios communautaires, les radios qui ont une portée nationale. Mais il faut maintenant qu'on puisse suffisamment utiliser les leaders communautaires, pas sur une courte période, ça c'est selon moi. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils viennent dire qu'il y a tel ou tel, mais qu'on puisse faire un travail continu. D'accord. Et que ce travail continu puisse arriver à faire comprendre aux gens qu'il y va de leur intérêt de respecter les mesures barrières en cette période. Et donc, il faut aller vers les leaders d'opinion, les former pour qu'ils puissent sensibiliser chaque jour les citoyens. Et les leaders religieux également, il faut faire recours à ces personnes aussi. Oui, bon, je n'ai pas parlé aussi des leaders religieux, des regroupements au niveau de certaines religions, où il y a quand même parfois beaucoup de monde, que ce soit les religions traditionnelles, locales, les religions importées, quoi. Donc c'est tout ce monde-là, mais surtout, non seulement les former, les sensibiliser, mais il faut mettre en place un système que j'appellerais de contrôle et de vérification, pour être sûr que ce qu'on a dit et ce qu'on propose, c'est effectivement appliqué, c'est effectivement mis en œuvre. Bon, j'insiste, je reviens surtout sur la région de la Kara. Ce n'est pas l'augmentation dans la région de la Kara n'est pas aussi importante parce que dans la savane. Oui. Mais rien ne prouve que ça ne va pas augmenter assez rapidement. Parce que ce qui s'est passé au niveau de la région des savanes, dans la région de la Kara, c'est bientôt également la période des funérailles. Oui. Des gens qui sont décédés. Il y a donc, qui dit funérailles dit encore une fois regroupement de personnes. Et qu'on risque de s'attendre à une explosion du nombre de cas. Alors, comment, vous avez parlé tout à l'heure des symptômes de la grippe et autres liés à l'harmattan, parce que quand il y a l'harmattan, c'est le vent sec, vous avez les narines bouchées parfois, vous n'arrivez pas à respirer, parfois vous perdez l'odorat et tout. Mais comment dissocier les symptômes liés à l'harmattan et du coronavirus? C'est difficile de dissocier pour ceux qui ne sont pas des experts. Même quand on est expert aussi, c'est difficile de dissocier à vue d'œil. Donc, d'où la nécessité pour toutes ces personnes et qui ont ces signes-là de venir se faire tester et de savoir quelle est la part uniquement de l'harmattan et quelle est la part de Covid-19. Donc, quand ils sentent des symptômes, le mieux, c'est que les citoyens aillent vers les centres de santé. Et immédiatement, le mieux, autant que possible, aller rapidement vers ces centres de santé. Même si on pense que c'est lié à l'harmattan, il faut y aller. Vous êtes sur Radio Djena. Nous sommes aujourd'hui avec professeur Yao Kassan-Kognon. Il est ancien représentant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Et nous parlons de la situation du coronavirus au Togo. Alors, professeur, le Conseil scientifique de riposte à la COVID-19 a été face à la presse jeudi dernier. Une première depuis la mise en place de ce conseil par décret présidentiel le 2 juillet 2020. Peut-on comprendre par cette sortie médiatique et une situation critique dans les semaines à venir, professeur? Bon, oui, il faut savoir que c'est quoi le conseil scientifique. Il faut savoir que ce sont des experts togolais. Quand on dit experts, donc c'est des gens qui ont des connaissances suffisantes dans la maladie et
qui peuvent dire que, compte tenu de ces connaissances-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ce conseil scientifique a vu que, comme je l'avais dit, le nombre de cas augmentant de façon très importante, il fallait sortir, entre guillemets, de leur cadre de conseil scientifique, d'aller vers les médias et de leur donner les informations, d'avoir des questions et de leur donner plus peut-être de détails et des détails scientifiques. Donc ça veut dire que le conseil scientifique a vu que c'était urgent, vu le nombre important de cas, que ce conseil-là puisse sortir et rencontrer les médias pour dire un mot. Donc c'est-à-dire que les populations doivent comprendre que la situation est critique actuellement, surtout avec les cas enregistrés en janvier 2021. Il faille maintenant prendre des mesures par rapport à cela. Oui. Bon, les populations doivent comprendre que le cas est critique et peut-être il ne faut pas que les populations comprennent que comme c'est Grand Lomé et la région des Savanes et dans la région des Kara, que nous autres qui ne sommes pas dans ces régions-là, nous n'avons pas ce risque. Il faut que la population comprenne, c'est le message du conseil, que ça peut arriver assez rapidement à votre se niveau. Propager à toutes les régions. Voilà, ainsi de suite. D'accord. Alors, des mesures restrictives ont été prises en période de fête. Malgré cela, on a constaté des cas qui augmentent en janvier. Mais les chiffres de janvier, comme on le dit, ont dépassé les chiffres antérieurs. Aujourd'hui, peut-on dire que la stratégie n'a pas fonctionné? Bon, on ne peut pas tellement dire que la stratégie n'a pas fonctionné. Parce que il faut réfléchir si on n'avait pas mis en place cette stratégie. Les mesures restrictives. Voilà. Est-ce que les chiffres que nous avons maintenant ne seraient pas plus élevés? Je ne sais pas si vous me comprenez. D'accord, oui. Par exemple, comme on a mis la stratégie, probablement que sur peut-être 1000 personnes qui devaient fêter, 500 n'ont pas respecté la stratégie, mais 500 ont respecté la stratégie. Donc, si on n'avait pas mis la stratégie et que les 1000 avaient fêté complètement pendant la période, peut-être que nous n'aurons pas ces chiffres actuellement et que les chiffres seront encore 2 ou 3 fois plus élevés. Donc, je ne suis pas sûr qu'on a fait cette évaluation, mais c'est ce que je peux dire. Probablement que la stratégie a marché quelque part. La preuve, quand on regarde, ce n'est pas dans toutes les régions du Togo que ça a explosé d'un seul coup. Oui. Probablement que dans les régions où ça n'a pas explosé, peut-être que les gens ont beaucoup plus respecté. Je ne dis pas que j'ai fait l'évaluation, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Et la prise de conscience, comment le travail doit se faire à ce niveau? Parce que vous voyez une personne qui enlève son cache-nez, qui tient le cache-nez en main, qui ne veut pas se laver les mains. Il y a des institutions qui ont installé des dispositifs de lavement qui ne sont pas utilisés. Et comment arriver à amener la population à prendre conscience de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce virus? Bon, personnellement, je pense qu'il faut arriver à convaincre les gens beaucoup plus individuellement. Par exemple, actuellement, je porte un cache-nez. Oui. Il y a quelque part une certaine gêne quand j'essaie de respirer. Oui. Mais je sais que ça me gêne, mais ça me permet de me protéger. Donc, il y a certains, dès que ça les gêne, ils mettent le cache-nez sous le menton en ne pensant pas qu'ils enlèvent maintenant leur protection. Oui. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes d'information pour que chacun sache à tout moment que l'application des mesures barrières là, c'est pour moi-même et c'est pour ma protection. Et je ne sais pas si ça peut être fait dans une semaine, dans 2 semaines ou bien dans 1 mois, mais le jour où on arrivera là-bas, on aura gagné beaucoup. Et ce que j'ai également constaté, c'est que quand on parle de mesures qui sont édictées, il y a également des personnes qui font des affaires. Quand je dis des affaires, c'est ceux et celles qui ouvrent des bars, c'est ceux et celles qui ouvrent des restaurants. Ceux qui sont dans le commerce. Voilà, ceux qui sont dans le commerce et qui
ne voient peut-être qu'en priorité leur gain par rapport revenu, oui. à la prévention de la maladie, de la pandémie à Covid-19. Maintenant, il faut que ces personnes-là aussi soient... Bon, parmi ces personnes, ce n'est pas tout le monde oui. qui est dans ce sens, mais il y a d'autres qui respectent. Mais il faut que le plus grand nombre de ces gens-là qui sont dans le commerce arrivent à respecter les mesures barrières pour qu'on puisse éviter cette augmentation. Avec les augmentations, est-ce qu'il faut s'attendre à la fermeture des débits de boissons, comme vous l'avez dit, des restaurants et autres, parce que les mesures ne sont pas tellement respectées dans certains restaurants et bars et tout? Bon, peut-être que moi, je suis de la santé publique, hein, je ne cesse de le répéter chaque fois que je parle. Il faut bien analyser les choses. Parfois, on dit que les bars sont fermés, etc. On dit que c'est fermé, mais les gens détournent d'une autre façon pour se retrouver quelque part. Oui. Et parfois, c'est pire par rapport à laisser et contrôler et vérifier. Et pour donner un exemple, dans mes anciennes fonctions, il y avait des médicaments qu'on disait qu'il ne faut pas les vendre dans la rue. Oui. Et certains États, certains gouvernements prenaient des notes pour éviter, donc pour empêcher les commerçants de vendre dans les rues. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens, on ne retrouve plus les médicaments dans les rues, mais on les retrouve dans la maison. Et ceux qui en ont besoin là, ils savent qu'il faut venir dans telle maison pour en acheter. Ouais. C'est encore pire. D'accord. Donc, je dis que oui, peut-être qu'on peut en arriver à la fermeture des bars, mais il faut qu'on analyse suffisamment pour savoir quelle est la meilleure façon. Alors, est-ce que l'annonce du vaccin contre le coronavirus n'a pas aussi changé les donnes au niveau de l'application de ces mesures au niveau des populations? Vous parlez des populations togolaises? Oui, d'une façon générale, parce que comme il y a le vaccin, même si j'ai le corona, le vaccin, on va me mettre le vaccin. Il faut maintenant expliquer à ce niveau, est-ce que ça n'a pas eu un impact? Pour le moment, je ne suis pas sûr qu'il y a eu un impact parce que avec les médias sociaux, il y a les anti-vaccins qui ont essayé d'agir suffisamment. Et quand on voit dans la plupart des pays, parfois la proportion de ceux qui disent que oui, je vais prendre le vaccin, elle est élevée, mais dans beaucoup d'autres pays, c'est un peu moitié-moitié, quoi. Maintenant, si je reviens directement à notre pays, le Togo, même si le vaccin doit venir, il faut se protéger parce que c'est peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Si on ne se protège pas, peut-être qu'on ne va pas atteindre cette période qu'on risque d'avoir la maladie avant que le vaccin n'arrive et que les personnes ne soient vaccinées. Alors, le vaccin protège ou bien le vaccin guérit? Parce qu'on sait que dans les études, on a dit que le vaccin, c'est pour la prévention. Mais aujourd'hui, il y a des cas déjà contaminés. Une personne contaminée, si le vaccin arrive, si elle prend le vaccin, est-ce qu'elle sera guérie? En principe, le vaccin, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore malades. Maintenant, il y a des vaccins, on dit que c'est des vaccins un peu thérapeutiques, des vaccins de traitement. Ça veut dire que quand tu prends ce vaccin, au cas où, par hasard, tu es infecté, ce vaccin-là te permet de résister immédiatement contre la forme grave de la maladie. Donc, en fait, le vaccin, ce n'est pas pour traiter les gens, mais c'est pour éviter que les gens fassent la maladie ou bien fassent les formes graves de la maladie. Les citoyens pensent que le vaccin a été fabriqué pour leur faire du mal. Aujourd'hui, qu'est-ce que le professeur pourra leur dire? Parce qu'il y a certains qui disent non. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. Nous, on ne va pas se faire vacciner. Qu'est-ce qu'il faut faire comprendre aux populations aujourd'hui? Petit à petit, je pense que les gens vont probablement comprendre que aucun gouvernement ne va faire venir un vaccin pour la mauvaise santé de sa population. Vous avez parlé
du conseil scientifique il y a quelques instants. Oui. Maintenant, au niveau de l'État togolais, il y a un comité également qui étudie l'efficacité des vaccins, qui étudie également les effets secondaires, c'est-à-dire que est-ce que le vaccin peut donner des effets négatifs, avant de dire au gouvernement oui, vous pouvez commander ce vaccin et que ce vaccin-là, il n'a aucune influence négative, ou bien même s'il y a quelques influences, c'est des influences mineures. Quand on dit souvent que l'expérience passée a valeur éducative et peut nous permettre de nous éclairer pour le futur. Nous, quand on était jeunes, encore au niveau des collèges et lycées, il y avait beaucoup de cas de rougeole. Dans ma propre culture, la rougeole s'appelait la maladie qui vient tuer les enfants. Et grâce à la vaccination, actuellement, les cas de rougeole sont très rares. Donc, il faut que la population comprenne que aucun gouvernement ne va commander un vaccin pour la mauvaise santé de sa population. Alors, les pays africains aujourd'hui sont confrontés à ce système de conservation du vaccin. Est-ce qu'aujourd'hui, comment le Togo se prépare pour recevoir ce vaccin avant de le mettre sur le marché ou bien au niveau des centres de santé pour les populations? Oui, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a 2 catégories de conservation de ces vaccins. Donc, la première catégorie, c'est le vaccin qu'il faut conserver à une température de moins 70 degrés. Et la deuxième catégorie, c'est des vaccins qu'on conserve entre 2 degrés et 8 degrés. 8 degrés. Pour les vaccins jusqu'à présent, le Togo a une capacité à toujours utiliser des vaccins qu'on conserve entre 2 et 8 degrés. D'accord. Donc, cette capacité existe. Mais s'il faut maintenant commander des vaccins en nombre important, il faut renforcer la capacité de conservation de ces vaccins entre 2 et 8 degrés. Maintenant, pour la deuxième catégorie qu'il faut conserver à moins 70 degrés, le Togo a au niveau de ces régions sanitaires, c'est-à-dire au niveau des centres hospitaliers de Dapon, des centres hospitaliers de Kara, de Sokodé, de Atapame et à Lomé, des congélateurs qui sont capables de recevoir des vaccins à cette température de moins 70 degrés. Maintenant, quelle est leur capacité? Bon, pour le moment, je ne sais pas trop, mais je sais que le Togo a ces congélateurs. Et donc, le Togo est préparé à accueillir ce vaccin. Il n'y aura pas trop de problèmes, trop d'interrogations. Moi, personnellement, je pense que si c'est des quantités qui sont acceptables, le Togo a cette capacité. Et maintenant, quand j'ai dit c'est sur l'ensemble des régions sanitaires au niveau des centres hospitaliers régionaux. Maintenant, au moment où il faut maintenant vacciner, ces vaccins qu'on avait conservés à moins 70 degrés, il faut maintenant les ramener à entre 2 et 8 degrés. Et ça revient au système normal. Voilà ce que je peux dire. Alors, les mutations constatées du virus dans certains pays sont-elles déjà au Togo? Bon, le Togo a mis en place un système qui permet de voir si les virus, donc quand on fait les tests, les gens sont positifs, là, on envoie des échantillons dans des laboratoires qui sont assez équipés pour savoir si il y a ces nouveaux virus, donc, ces variants, ce qu'on utilise techniquement, s'il y en a au Togo. Maintenant, les premiers échantillons qu'on a envoyés et que les résultats sont venus, les premiers résultats disent qu'il n'y en a pas encore. Mais il faut continuer à envoyer pour savoir
est-ce qu'il y aura un moment où on va trouver la qu'il y a souche, une souche variante ou non. D'accord. Certains tests sont remis en cause dans certains pays, comme le Cameroun, où où se joue le Chan, par exemple. Aujourd'hui, est-ce que cette situation ne met pas en cause les tests de Covid-19? Bon, pour les tests là, il faut savoir que il y a des tests qui sont, comme on le dit, sûrs à 95%, 90%. Et que la façon dont on conserve les échantillons prélevés, cette façon peut avoir une influence sur le résultat. D'accord. Bon, je ne peux pas parler des autres pays, mais d'après ce que je sais pour le Togo, généralement, notre laboratoire au niveau national a pris les dispositions pour faire ce qu'on appelle des contrôles, être sûr que ce qu'on appelle la qualité, elle est bonne. Bon, c'est ce que je peux dire. Donc, il ne doit pas avoir d'inquiétude par rapport aux résultats des tests au niveau du Togo. Même s'il y en a, c'est quelques exceptions près. C'est minime. Pas très important, parce que j'ai dit que c'est 95-90%. Alors, professeur, on va rappeler les symptômes et qu'est-ce qu'il faudrait faire quand on les ressent, par exemple. Je n'aime pas trop maintenant parler des symptômes. Oui, parce que... Surtout qu'il y a l'harmattan, il faut rappeler ces symptômes-là. Bon, je m'explique. Oui. Depuis le début de la Covid-19, là, on a constaté au Togo qu'il y a 85% des gens qui sont testés positifs qui n'ont aucun signe. 85%. Maintenant, si je parle des symptômes... Ils sont des porteurs sains. Ils sont des porteurs sains. C'est ce qu'on appelle des porteurs sains. C'est-à-dire que la personne ne sent rien du tout. Elle ne développe pas de symptômes voilà. Et tout. Mais quand on la teste, puisque la personne a été en contact avec quelqu'un qui est malade, on se rend compte que la personne a le virus. Maintenant, si je parle des symptômes, là, c'est les 15%, les gens vont dire que j'attends les symptômes pour être sûr que j'ai le coronavirus. J'ai le coronavirus. Or, c'est à peu près 15% qui développent ces symptômes. Maintenant, si vous insistez pour que je parle des symptômes, je pourrais en parler, mais moi, je me dis que chaque fois que quelqu'un est en face d'une autre personne et vous pensez que vous avez pu être infecté, que la personne a pu vous transmettre, que vous sentiez les symptômes ou non, essayez de vous faire tester. Maintenant, c'est ce que je peux dire. Sinon, tous les symptômes de la grippe, bon, peut-être que je peux dire quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la fièvre. Beaucoup de personnes qui sentent la fatigue. Beaucoup de personnes qui sentent des maux de tête. Et ces personnes-là, comme dans le passé, quand il n'y avait pas Covid-19, quand on avait ces signes, on pense que c'est le paludisme. Si vous avez ces signes-là, ne dites pas que c'est le paludisme. Il faut faire le test pour être sûr. Il faut faire le test. Parce que si vous dites que c'est le paludisme, vous commencez par vous traiter. Au bout de 3 ou 4 jours, ça s'aggrave. C'est un peu tard pour qu'on puisse vous traiter et vous sauver. C'est dans ce sens que je pourrais parler de symptômes. Il y a certains aussi, ils ont ces signes. Ils toussent. Ils ont des maux de gorge. Ils pensent que ça, c'est la grippe. Si vous pensez également que vous avez ces signes-là et que c'est la grippe et que je vais prendre un tel calmant, non, très tôt, allez vous faire tester quand vous dites que c'est négatif au Covid-19 et vous pourrez prendre votre calmant, etc. Voilà ce que je peux dire. Alors, professeur, pour finir, quel est votre appel aujourd'hui à ceux qui nous écoutent? Bon, mon appel, c'est que, comme vous l'avez dit, si le conseil scientifique du Togo est sorti, c'est que le nombre de cas a augmenté énormément. Alors, nous tous, Togolaises et Togolais, nous devons nous joindre à l'État togolais et aux autorités
pour prendre les mesures nécessaires pour que cette maladie ne s'étende pas davantage. Et qui dit mesures nécessaires, j'ai parlé entre-temps de ceux qui font du commerce, etc. On peut faire toujours du commerce en appliquant les mesures barrières. On peut peut-être se retrouver, comme le gouvernement l'a dit, à 14 ou 15 personnes en appliquant les mesures barrières. Mais évitons les grosses agglomérations et surtout respectons les mesures barrières. Sinon, peut-être encore jusqu'en février, on va se retrouver avec beaucoup de cas. Et qui dit beaucoup de cas, peut-être risque de dire une accentuation des mesures qu'il faut pour réduire le nombre de cas. Mais je voulais dire que si le nombre de cas augmente de façon très importante, nos services de santé risquent d'être submergés. Et on ne saura plus où hospitaliser et où garder les cas positifs. Voilà. Donc il faut faire très attention et appliquer les mesures barrières. Voilà. Merci professeur Yao Kassan-Kognon d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Et j'étais très heureux de venir ici pour la première fois. C'est un plaisir. Je rappelle que vous êtes ancien représentant de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ainsi s'achève cette émission Covid-19 de ce jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le message est clair. Appliquez les mesures barrières parce qu'on est en situation de crise. On est obligé de faire avec, donc, cache-nez, lavage de mains, distanciation sociale et tout ce qu'il y a comme mesure. Respectons ces mesures pour être en bonne santé. Je suis Dibodi Abedon, on se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Bye bye.